Bonjour. J'ai choisi de vous lire aujourd'hui un livre plutôt orienté pour les élèves de 3e. Ce n'est pas un livre pour les adolescents, c'est un livre qui parle beaucoup aux adolescents, d'un auteur qui s'appelle donc Hermann Hesse. Vous avez ici ses œuvres intégrales. Je l'ai découvert quand j'étais en 4e, je crois, ou en 3e. C'est un livre qui m'avait été offert par mon beau-père. C'est un livre issu de la littérature allemande. Et à l'époque, quand j'ai lu ce livre-là, ça a été vraiment une découverte. C'est un livre qu'on appelle un livre initiatique. C'est-à-dire qu'on voit un personnage qui va s'initier à différentes choses dans la vie. Et là, très clairement, il va s'initier à la vie. Ce que j'aime beaucoup, moi, en tout cas, avec cet auteur, avec Hermann Hesse, c'est déjà un auteur qui écrit très bien. C'est un auteur donc du XXe siècle. Il a eu le prix Nobel de littérature. Vous voyez qu'il écrit beaucoup de livres, il y a tous les livres qui figurent dans cette œuvre intégrale, il y a plus de 3000 pages, beaucoup à lire, mais finalement il a écrit qu'un seul livre. Tous ces livres parlent du même sujet, et si je devais résumer ce sujet, je dirais que c'est la quête de soi. La quête de sa personnalité, se poser la question de qui on est, et on va donc voir un personnage qui se pose cette question sur qui est-ce qu'il a envie de devenir, et puis qui se pose des questions sur le monde qui l'entoure. Le livre que je vais vous lire s'appelle donc Demian, une histoire qui se situe en Allemagne. Il y aura donc des références qui vont peut-être un petit peu nous échapper parfois, un peu de vocabulaire qui va nous échapper, j'espère que je prononcerai bien l'allemand. Je sais que pour des élèves de 3e, ça peut être un petit peu ardu. Ça peut l'être, en tout cas pour des élèves qui ne lisent pas régulièrement, mais il me semble que les thèmes sont très universels. On se pose des questions sur soi-même, on se pose des questions sur le monde, on fait des erreurs, des expériences, et puis on avance dans la vie avec les choses qui nous entourent. On pourrait vraiment résumer presque à ça, quasiment, ce qui se passe dans chacune de ces œuvres, même si toutes se situent dans un cadre différent, l'histoire est finalement tout le temps la même. Par contre, on peut le lire dans différents contextes. Si on prend le livre que je vais vous lire, Demian, ça se situe en Allemagne, et il va y avoir la religion chrétienne. Si on prend le livre qui s'appelle Siddhartha, on va aller en Inde, et on va aller du côté des religions animistes. Si on prend Narcisse et Goldmund, on va revenir par contre à l'époque médiévale. Et pourtant, ça va être systématiquement la même histoire. Ici, on va avoir l'histoire d'une famille allemande bourgeoise, d'un enfant bien éduqué, mais qui va connaître quelques petites expériences que vous allez découvrir maintenant. Vous allez voir qu'elle démarre par une première page qui est une sorte de préface et qui nous laisserait à penser que c'est une autobiographie. Ça n'est pas une autobiographie. On pourrait à la limite considérer que c'est une autofiction, que l'auteur parle de lui à travers une fiction qu'il invente, pourquoi pas, mais en tout cas ce n'est pas une autobiographie. Je vous invite donc à écouter cette lecture, peut-être qu'elle vous intéressera, peut-être pas. Je vais en tout cas la commencer, et puis selon le fait qu'elle vous intéresse ou pas, je la poursuivrai ensuite. Pour moi ça va être un plaisir de le relire en tout cas, donc je vais commencer tout de suite. Pour raconter mon histoire, il me faut retourner très loin dans le passé. Il me faudrait, si cela était possible, reculer jusqu'aux toutes premières années de mon enfance, et au-delà encore, jusqu'à mes origines les plus lointaines. Les écrivains, lorsqu'ils composent des romans, font souvent comme s'ils étaient dieux, et comme s'ils pouvaient embrasser et comprendre dans son ensemble une vie humaine quelconque, et la raconter, comme Dieu pourrait se la raconter, sans voile, en accordant à chacun de ces épisodes la même valeur. Cela, je ne le puis pas plus qu'ils ne le peuvent. Mais mon histoire est pour moi plus importante que pour n'importe quel écrivain la sienne, car elle m'appartient en propre. Et elle est l'histoire d'un homme, non pas inventé, idéal, n'existant pas en dehors du livre, mais d'un homme qui, une fois, a vécu réellement. Ce qu'est un homme qui vit réellement, on le sait aujourd'hui moins que jamais, et l'on tue ses semblables, dont chacun est un essai unique et précieux. Si nous n'étions pas autre chose que des êtres ne vivant qu'une fois, une balle de fusil suffirait en effet à supprimer chacun de nous. Et alors raconter des histoires n'aurait plus aucun sens. Mais chaque homme n'est pas lui-même seulement. Il est aussi le point unique, particulier, toujours important, en lequel la vie de l'univers se condense d'une façon spéciale, qui ne se répète jamais. C'est pourquoi l'histoire de tout homme est importante, éternelle, divine. C'est pourquoi chaque homme, par le fait seul qu'il vit et accomplit la volonté de la nature, est remarquable et digne d'attention. En chacun de nous, l'esprit est devenu chair, en chacun de nous souffre la créature. En chacun de nous, un rédempteur est crucifié. Beaucoup aujourd'hui ignorent ce qu'est l'homme, mais beaucoup le pressentent, et par là il leur est plus facile de mourir, comme il me sera plus facile de mourir quand j'aurai terminé cette histoire. Je ne puis me nommer un initié, j'ai été un chercheur, et le suis encore, mais je ne cherche plus dans les astres et dans les livres. Je commence à entendre ce qui bruit dans mon propre sang. Mon histoire n'est pas agréable à lire.
Elle n'est pas douce et harmonieuse comme les histoires inventées. Elle a un goût de non-sens, de folie, de confusion et de rêve, comme la vie de tout homme qui ne veut plus se mentir. La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Personne n'est jamais parvenu à être entièrement lui-même. Chacun cependant tend à le devenir, l'un dans l'obscurité, l'autre dans la lumière, chacun comme il le peut. Chacun porte en soi, jusqu'à sa fin, les restes de sa naissance, les dépouilles, les membranes d'un monde primitif. Beaucoup ne deviennent jamais des hommes, mais demeurent grenouilles, lézards ou fourmis. Tel n'est humain que dans sa partie supérieure et poisson en bas. Mais chacun de nous est un essai de la nature, dont le but est l'homme. Tous, nous sortons du même sein, mais chacun de nous tend à émerger des ténèbres et aspire au but qui lui est propre. Nous pouvons nous comprendre les uns les autres, mais personne n'est expliqué que par soi-même. Une toute petite précision sur le vocabulaire quand même avant de commencer. Le système scolaire allemand n'est pas exactement le même qu'en France. On va avoir des choix qui vont être différents d'orientation bien plus jeunes que les élèves français. L'élève que nous allons rencontrer dans cette histoire va dans ce qu'on appelle le gymnasium. Ça va être traduit ici par le mot gymnase. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un gymnase sportif, c'est l'une des orientations possibles pour les élèves allemands. Le gymnasium, ce serait plutôt ce qu'on appellerait, nous, le lycée général peut-être. Le lycée général, ça correspondrait, il me semble, à ce qu'est le gymnasium. Je vérifierai quand même si je ne dis pas de bêtises, mais il ne me semble pas. Je commence donc. Je commence mon histoire par un événement de l'époque où, âgé de 10 ans, je fréquentais le gymnase de notre petite ville. Tout vient à ma rencontre et éveille en moi une douleur sourde et d'agréables frissons. Rues sombres et rues claires, maisons et tours, carillons et visages humains, chambres tièdes et confortables, chambres pleines de mystères et de la peur des revenants. Il y a des odeurs de lapins, de servantes, de remèdes de bonnes femmes, de fruits séchés. Là, deux mondes se croisaient. De deux pôles venaient le jour et la nuit. L'un de ces mondes était la maison paternelle, mais il était même encore plus étroit. À proprement parler, il ne comprenait que mes parents. Ce monde m'était en grande partie bien connu. Il se nommait père et mère. Il s'appelait amour et sévérité, exemple et école. Une lumière plus douce l'éclairait. La clarté et la propreté le caractérisaient. À la maison, les paroles étaient douces et amicales, les mains bien lavées, les vêtements propres, les manières polies. L'on y chantait la chorale du matin et l'on y célébrait la fête de Noël. Dans ce monde-là, il y avait des lignes droites et des chemins qui conduisaient à l'avenir. Il y avait le devoir et la faute, la mauvaise conscience et la confession, le pardon et les bonnes résolutions, l'amour et le respect. C'est en ce monde-là qu'il fallait demeurer pour que la vie fût claire et nette, belle et bien ordonnée. L'autre monde, par contre, qui commençait déjà dans notre maison même, était complètement différent. Il y avait une autre odeur, un autre langage, d'autres promesses et exigences. Dans ce deuxième monde, il y avait des servantes et des artisans, des histoires de revenants et des bruits scandaleux, un flot bigarré de choses monstrueuses, attirantes, effrayantes, énigmatiques s'y écoulait. Il y était question d'abattoirs et de prisons, d'ivrognes et de femmes querelleuses, de vaches qui vélaient, de chevaux qui s'étaient abattus, de vols, de crimes, de suicides. Toutes ces choses belles et terribles, sauvages et cruelles, se passaient tout autour de nous, dans la rue voisine, dans la maison voisine. Des agents de police battaient la contrée, des vagabonds erraient dans les environs, des ivrognes frappaient leurs femmes, des bandes de jeunes filles s'écoulaient le soir de la fabrique. De vieilles femmes avaient le pouvoir de jeter le mauvais sort et de rendre malade. Des brigands demeuraient dans la forêt, des incendiaires étaient faits prisonniers par des gendarmes. Partout, l'on voyait sourdre ce deuxième monde, ce monde violent. Partout, il manifestait sa présence et répandait son odeur. Partout, sauf dans nos chambres, là où se tenaient mon père et ma mère. Et cela était très bien. Il était merveilleux qu'ici, chez nous, il y eût paix, ordre et tranquillité, devoir et bonne conscience, pardon et amour. Mais il était merveilleux aussi que l'autre monde existât, le monde bruyant aux couleurs crues, le monde sombre et violent, d'où d'un bond l'on pouvait s'enfuir et se réfugier auprès de sa mère. Et fait étrange, les deux mondes étaient si proches qu'ils se touchaient. Ainsi, par exemple, quant au culte du soir,
Notre servante Lina était assise dans le salon, près de la porte, et mêlait sa voix claire au cantique, ses mains lavées reposant sur son tablier bien lissé. Elle appartenait alors complètement au premier monde, à celui de mes parents, au monde clair et juste. Mais lorsque, bientôt après, dans la cuisine, elle me racontait l'histoire du petit homme sans tête, ou quand dans la boutique du boucher, elle se disputait avec des voisines, alors elle n'était plus la même. Elle appartenait à l'autre monde. Elle était entourée de mystères. Et il en était ainsi de tout, surtout de moi-même aussi. Certes, je faisais partie du monde clair et juste. J'étais l'enfant de mes parents. Mais partout où je dirigeais mon regard, partout où je tendais l'oreille, l'autre monde manifestait sa présence. Et je vivais aussi en lui, bien que parfois il m'apparût étranger et inquiétant, bien que, dans ce monde-là, l'on eût régulièrement peur et mauvaise conscience. Parfois, c'était dans le monde défendu qu'il m'était le plus agréable de vivre, et le retour dans le monde permis, bien qu'il fût salutaire et nécessaire, m'apparaissait presque comme le retour dans un monde moins beau, ennuyeux, moins vivant. Par moments, je savais que mon but dans la vie était de devenir semblable à mon père et à ma mère, pur, honnête, supérieur comme eux, menant comme eux une vie bien ordonnée. Mais jusque-là, le chemin était bien long. Il fallait fréquenter diverses écoles, étudier, passer des examens, et sans cesse le chemin côtoyait l'autre monde, le monde sombre. Il le traversait même, et il n'était pas impossible que l'on s'y égarât. Il y avait des histoires de fils perdus à qui c'était arrivé. Je les avais lues avec un intérêt passionné. Le retour à la maison paternelle, le retour au bien y était célébré comme une délivrance solennelle. Je sentais que seul ce retour était juste, bon et désirable. Et cependant, la partie de l'histoire qui se passait parmi les méchants et les âmes perdues était de beaucoup la plus séduisante et, si on avait pu le dire et l'avouer, il était parfois vraiment dommage que le fils perdu fit pénitence et fût retrouvé. Mais cela, on ne le disait pas et on ne le pensait pas non plus. Il s'agissait d'un sentiment obscur, à peine conscient. Quand je me représentais le diable, je ne le pouvais l'imaginer qu'en bas, dans la rue, déguisé ou non, sur le champ de foire ou dans une auberge, mais jamais chez nous. Mes sœurs appartenaient également au monde lumineux. Par leur nature, elles étaient, me semblait-il, souvent plus près de mes parents que moi. Elles étaient meilleures, plus sages, plus dociles que moi. Certes, elles avaient des défauts, mais à ce qu'il me semblait, cela n'allait pas très profond. Ce n'était pas comme chez moi où le contact avec le mal était souvent pénible et angoissant, et qui était beaucoup plus près du monde sombre. L'on devait respecter ses sœurs comme ses parents, et les traiter avec ménagement. Et quand on s'était disputé avec elles, il arrivait toujours que devant sa propre conscience, l'on dût s'accuser d'avoir été un méchant, un provocateur, celui qui devait demander pardon, car en la personne de ses sœurs, on offensait les parents, le bien, ce à quoi l'on devait obéissance. Il y avait des secrets que je pouvais confier plus facilement aux pires voyous qu'à mes sœurs. Les bons jours, quand tout était clair, et ma conscience en paix, il m'était délicieux de jouer avec mes sœurs, d'être gentil et prévenant avec elles, de me sentir un brave petit garçon. C'était là le sentiment que l'on devait éprouver quand on était un ange. Nous n'imaginions rien de plus haut et nous trouvions doux et merveilleux d'être des anges, nimbés de lumière et de parfum, comme Noël et le bonheur. Mais combien ces jours et ces heures étaient rares. Souvent, me livrant à des jeux inoffensifs et permis, j'étais possédé d'une passion, d'une violence qui paraissait outrer à mes sœurs, et qui aboutissait à des disputes et à des catastrophes. Et quand la colère m'envahissait, je devenais terrible, et disais et faisais des choses dont, sur le moment même, je sentais profondément toute la perversité. Puis venaient de mauvaises, de sombres heures de remords et d'abattement, puis le douloureux moment où je demandais pardon, et puis de nouveau un rayon de lumière, un bonheur tranquille, reconnaissant, sans discorde, qui durait des heures ou quelques instants. Je fréquentais le gymnase avec le fils du bourgmestre et celui du garde général des forêts. Souvent, ils se joignaient à moi. C'étaient des gamins bruyants et indisciplinés. Cependant, ils appartenaient au monde des bons, au monde permis. J'étais en outre en relation avec des voisins, des élèves de l'école populaire que nous méprisions généralement. C'est avec l'un d'eux qu'il me faut commencer mon histoire. Un après-midi de congé, j'avais alors un peu plus de 10 ans, je vagabondais avec 2 gamins du voisinage. Un gosse plus âgé se joignit à nous. C'était un garçon robuste et brutal de 13 ans à peu près, élève de l'école populaire et fils d'un tailleur. Son père était un ivrogne, et la famille tout entière avait mauvaise réputation. Franz Kromer m'était bien connu. J'avais peur de lui, et je ne fus nullement enchanté de sa compagnie.
Il avait déjà les manières d'un homme et imitait la démarche et les façons de parler des jeunes ouvriers de la fabrique. Sous sa conduite, nous descendîmes jusque sur la rive près du pont et nous cachâmes sous la première arche. La rive étroite entre le paroi voûté du pont et l'eau paresseuse était couverte de débris, de paquets de fils de fer entortillés et roulés, de détritus de toutes sortes. On pouvait y trouver des choses utilisables. Sous la direction de Cromer, nous dûmes fouiller cet étroit espace et lui montrer ce que nous avions découvert. Il l'empochait ou bien le jetait dans l'eau. Il nous enjoignit de recueillir soigneusement les objets de plomb, de laiton et de zinc, qu'il fourra tous dans sa poche, ainsi qu'un vieux peigne de corne. En sa compagnie, je me sentais péniblement oppressé. Non parce que je savais que mon père m'eût interdit tout rapport avec lui, mais j'avais peur de Cromer. J'étais content qu'il acceptât ma présence et qu'il me traitât comme les autres. Il ordonnait et nous obéissions. Il semblait que ce fût là une vieille coutume, bien que je sois avec lui pour la première fois. Finalement, nous nous assîmes sur le sol. Franz cracha dans l'eau. Il avait l'air d'un homme. Il lançait des jets de salive et atteignait ce qu'il voulait. La conversation s'engagea et les gamins se mirent à se vanter de toutes sortes d'exploits d'écoliers et de mauvais tours. Je me taisais, tout en craignant que mon silence ne frappât les autres et n'attirât sur moi la colère de Cromer. Dès le début, mes deux camarades m'avaient laissé de côté et s'étaient ralliés à lui. J'étais un étranger parmi eux et je sentais que mes vêtements et mes manières étaient une sorte de défi à leur regard. En tant qu'élève du gymnase et fils de bourgeois, je ne pouvais être sympathique à Cromer, et les autres, j'en avais le pressentiment, ne manqueraient pas de me renier et de m'abandonner à la première occasion. Alors, poussé par la frayeur, je commençai à raconter moi aussi. J'inventai une grande histoire de brigands, dont je me fis l'un des héros. Dans un jardin, près du moulin, racontai-je, j'avais volé de nuit avec un camarade un plein sac de pommes. Non pas des pommes ordinaires, mais des rainettes de la meilleure qualité. Afin d'échapper au danger de ma situation, je me réfugiai dans cette histoire, et j'y déployai une grande éloquence. Pour ne pas m'arrêter trop brusquement et ne pas être mêlé à pire affaire, peut-être, je fis briller toutes les ressources de mon imagination. L'un de nous, racontai-je, avait dû monter la garde tandis que l'autre juché sur l'arbre faisait tomber les pommes, et le sac était si lourd que nous avions dû le rouvrir et en laisser la moitié. Mais au bout d'une demi-heure, nous étions venus chercher le reste. Lorsque j'eus terminé, j'attendis les applaudissements. Je m'étais échauffé en racontant mon histoire, et j'étais comme enivré de ma faculté d'invention. Les deux plus petits se taisaient et attendaient. Franz Cromer me coula un regard perçant et me demanda d'une voix menaçante. « Est-ce bien vrai ?»« Oui, répondis-je. »« Tout à fait ?»« Oui, et tout ce qu'il y a de plus vrai, affirmai-je d'un ton de défi, tout en tremblant intérieurement d'angoisse. »« Peux-tu le jurer ?» Très effrayé, je répondis cependant que je le pouvais. « Eh bien, dis alors, par Dieu et mon salut éternel. » Je répétai, « Par Dieu et mon salut éternel. » « Ça va, dit-il en se détournant. Je pensais que tout était bien ainsi, et je fus content lorsque nous nous levâmes et prîmes le chemin du retour. Lorsque nous fûmes sur le pont, je lui dis timidement que maintenant je devais aller à la maison. « Bah, cela ne presse pas, dit Franz en riant. D'ailleurs, nous faisons le même chemin. » Nonchalamment, il se mit en route et je n'osais m'échapper. Il prit en effet le chemin de notre maison. Lorsque je vis la porte d'entrée avec son gros bouton de laiton, les fenêtres ensoleillées et les rideaux de la chambre de ma mère, je poussai un profond soupir de soulagement. Ayant ouvert rapidement la porte, je me glissai à l'intérieur, prêt à la refermer derrière moi. Mais Franz Cromer, en me poussant, s'introduisait à ma suite dans le vestibule sombre et frais qui ne recevait la lumière que de la cour. Là, il me retint par le bras en me disant à voix basse « Eh, pas si vite, toi !» Effrayé, je le regardai. Sa main était de fer. Je me demandais ce qu'il pouvait bien avoir dans l'esprit et si, par hasard, il avait l'intention de me maltraiter. Si je me mettais à crier, pensais-je, à crier très fort, quelqu'un descendrait-il assez rapidement pour venir à mon secours? Mais j'y renonçai. « Qu'y a-t-il » demandai-je. « Que veux-tu donc ?»« Peu de choses. Je veux seulement te dire encore un mot. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. »« Vraiment? Quoi donc ? Il faut que je monte maintenant, tu sais ?»« Tu sais bien, dit Franz. À qui appartient le verger du moulin ? » ?»« Non, je ne sais pas. Au meunier, je crois. » Franz m'avait entouré de son bras et m'attirait étroitement à lui, si bien que je dus regarder son visage de tout près,
Ses yeux étaient méchants. Il avait un mauvais sourire, et ses traits exprimaient la cruauté et la force. Oui, mon garçon, je peux te dire à qui appartient le verger. Je sais depuis longtemps que les pommes ont été volées, et je sais que l'homme a dit qu'il donnerait 2 marks à qui pourrait lui dire qui a volé les fruits. Grand Dieu, m'écriai-je, mais tu ne lui diras rien, n'est-ce pas? Je sentais qu'il serait inutile de faire appel à son honneur. Il était de l'autre monde. Pour lui, la trahison ne constituait pas un délit. J'avais l'impression très nette que les gens de l'autre monde ne considéraient pas ces choses-là comme nous. Ne rien dire, ricana Cromer. Crois-tu donc, cher ami, que je suis un faux monnayeur et que je peux me fabriquer des pièces de 2 marks? Je suis un pauvre diable. Je n'ai pas un père riche comme toi, et quand j'ai l'occasion de gagner 2 marks, il faut que je les gagne. Peut-être même le meunier donnera-t-il davantage. Il me lâcha brusquement. Notre vestibule ne respirait plus la paix et la sérénité. Autour de moi, le monde s'écroulait. Il me dénoncerait. J'étais un criminel. On le dirait à mon père. Peut-être la police viendrait-elle. Un sort effrayant m'attendait. De toutes parts, les dangers me guettaient. Le fait que je n'avais pas volé n'entrait pas en ligne de compte. N'avais-je pas juré? Mon Dieu, des larmes montèrent à mes yeux. Je sentis que je devais me racheter à tout prix. Et désespéré, je fouillai dans mes poches. Pas de pommes, pas de couteau, rien du tout. Alors je pensai à ma montre. C'était une vieille montre en argent qui ne marchait pas. Je la portais seulement comme ça. Elle venait de notre grand-mère. Rapidement, je la tirai de ma poche. Cromer, dis-je, il ne faut pas que tu me dénonces. Cela ne serait pas bien de ta part. Je vais te donner ma montre, regarde. Je n'ai malheureusement rien d'autre. Les rouages sont bons. Elle n'a qu'un petit défaut, il faut la faire réparer. Il sourit et prit la montre dans sa grosse main. Je regardais cette main et je sentis combien elle m'était profondément ennemie, prête à détruire ma vie et ma paix. Elle est en argent, dis-je timidement. Je me fiche de ton argent et de ta vieille montre, dit-il avec un profond mépris. Fais-la réparer toi-même. Mais Franz, criai-je en tremblant de peur qu'il ne s'échappât. Attends donc un moment, prends la montre. Elle est en argent véritable, et je n'ai rien d'autre. Il me toisa d'un air froid et méprisant. Alors tu sais où je vais, à moins que je le dise à la police. Je connais bien le brigadier. Il se prépara à sortir. Je le retins par sa manche. Non, cela ne devait pas être. Je serais mort plutôt que de supporter ce qui arriverait s'il s'en allait ainsi. Franz, le suppliai-je d'une voix rauque d'émotion. Ne dis donc pas de bêtises, ce n'est qu'une plaisanterie, n'est-ce pas? Oui, une plaisanterie, mais qui peut te coûter cher. Dis-moi donc ce que je dois faire, je ferai tout. Il m'examina de ses yeux à demi fermés et se mit à rire de nouveau. Ne fais donc pas le nigaud, dit-il avec une feinte bonhomie. Tu le sais aussi bien que moi. Je puis gagner 2 marks et je ne suis pas assez riche pour rejeter cette occasion, tu le sais bien. Mais toi, tu es riche. Tu as même une montre. Tu n'as qu'à me donner 2 marks et tout sera réglé. Je saisis très bien cette logique. Mais 2 marks? Pour moi, c'était aussi inaccessible que 10, que 100, que 1000 marks. Je n'avais pas d'argent. Chez ma mère, il y avait une tirelire qui pouvait contenir quelques pièces de 10 et de 5 pfennigs, données par des oncles à différentes occasions. Je ne possédais rien d'autre. À cet âge-là, je ne recevais pas encore d'argent de poche. Je n'ai rien, dis-je tristement. Je n'ai pas du tout d'argent. Mais je te donnerai tout ce que j'ai. J'ai un livre sur les Indiens, des soldats et un compas. Je vais aller te les chercher. Sa bouche insolente et méchante se contracta légèrement et il cracha sur le sol. « Assez bavardé, ordonna-t-il. Je n'ai pas besoin de ton bric-à-brac. Un compas. Tâche de ne pas me mettre en colère, entends-tu, et donne l'argent. » Mais je n'en ai pas. Jamais je ne reçois d'argent, je n'y peux rien. Ainsi, demain, tu m'apportes les 2 marks, c'est entendu. Je t'attendrai après l'école sur la place du marché. Si tu n'apportes pas d'argent, gare à toi. Oui, mais où donc dois-je le prendre si je n'en ai pas? Il y a assez d'argent chez vous à la maison, c'est là ton affaire. Ainsi, à demain, après l'école. Et si tu ne l'apportes pas, il me fixa dans les yeux avec une expression terrible, cracha de nouveau et disparut comme une ombre. Je ne pouvais monter. Ma vie était brisée. Je pensais un instant à m'enfuir et à ne plus revenir, ou à me noyer, mais c'étaient là des images indistinctes. Je m'assis dans l'obscurité sur la dernière marche de l'escalier, me recroquevillai sur moi-même et m'abandonnai à mon désespoir.